La revue de presse de African TV, alors avec mes deux habitués, donc euh, le doyen Jean Blaison, bonjour. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste comme d'habitude. Eh bien, à ma gauche, donc Mamadou Konaté, bonjour. Bonjour, Kara. Merci beaucoup d'être là. Et à tes côtés, Mamadou, donc il y a une toute nouvelle KMT, une analyste. Donc bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Donc aujourd'hui, donc nous allons aborder plusieurs sujets brûlants en Afrique. Donc il y a la tentative de coup d'État au Bénin et une tentative de coup d'État donc qui a avorté aujourd'hui. Donc on va en parler. Et on va donc planter le décor pour cela. Il y a eu aussi le faux coup d'État en Guinée-Bissau, parce que tout le monde l'appelle comme ça, un faux coup d'État. Donc pourquoi on appelle ça un faux coup d'État? Et donc c'est rare hein, qu'il y ait un faux coup d'État et c'est inédit. Donc c'est insolite également, donc on va en parler également. Donc les élections présidentielle du 28 décembre en Guinée-Conakry, donc en République de Guinée. Donc il y a des élections présidentielles là-bas le 28 décembre prochain, donc c'est bientôt. Et ensuite, il y a le différend entre Diomaye et Sonko que Mamadou va nous analyser, va nous apporter donc son éclairage. La situation post-électorale en Côte d'Ivoire et le livre que notre doyen Jean Blaison a écrit. Donc le titre est particulièrement à la fois provocateur et évocateur. Il dit le squatteur du Golf Hotel et les 5 coups d'État. Donc il va nous dire de quoi il s'agit pour ces 5 coups d'État-là dans son pays, en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous allons donc faire un clin d'œil à la guerre au Soudan, une pensée aux civils, donc les civils victimes de cette atroce guerre civile au Soudan. Voilà, donc le décor est planté, donc il y a la tentative de coup d'État au Bénin, la régie. Vous pouvez nous envoyer les images. Dernier, 8 militaires apparaissent à la télévision béninoise. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de premier. Un coup d'État contre le président Patrice Talon est en cours. Si le putsch est finalement déjoué, c'est notamment grâce aux renseignements français, déterminants. Le commandant de la garde républicaine béninoise l'affirme chez nos confrères de RFI et évoque le soutien de forces spéciales françaises. Ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée, ils ont concouru au ratissage après que l'armée nigériane a fait ses frappes et tout était terminé. Un ratissage avec un avion de reconnaissance de ce type, stationné à Cotonou. Les spécialistes aéronautiques l'ont suivi dimanche. On le voit survoler la capitale pendant plusieurs heures. À bord, des soldats français. Selon nos informations, ils étaient sur place au moment du putsch. Ils guident dans leurs frappes les troupes béninoises et nigérianes en première ligne. Les renseignements portaient entre autres sur cette base militaire, celle des Mutins. Y avait-il des soldats français au sol en appui? Interrogé ce matin, le porte-parole des armées reste laconique. Le président de la République a effectivement ordonné l'utilisation de moyens français qui sont essentiellement des moyens d'observation et des moyens logistiques. La France a aidé le Bénin au nom d'accords de coopération militaire. Les deux présidents se sont entretenus dimanche. Mais pas question, ni d'un côté ni de l'autre, de laisser penser à une quelconque ingérence. Sujet sensible en Afrique de l'Ouest. Selon cet expert, le Bénin n'était pas en capacité de contrer le putsch sans aide extérieure. C'est le principe de précaution qui a sans doute guidé donc, cette décision donc, du gouvernement béninois de faire appel à des soldats, pas seulement des forces spéciales françaises, mais également d'autres pays. Le Bénin reste là. Voilà, donc merci à Faisal Sidiki à la régie. Donc, M. Blaison, alors, donc là, eh bien, ce qu'on vient de voir, donc il y a un coup d'État au Bénin, mais on dit aussi que la France est intervenue. Donc, la France, en général, on dit aussi dans les chancelleries qu'il n'y a plus de France-Afrique, la France ne se mêle plus des affaires des Africains. Donc, c'est la preuve que non. Monsieur Camara, les journalistes qui parlent et les explicateurs français qui disent n'importe quoi, je dirais,
ils nous prennent pour les imbéciles. Ah oui, carrément. Carrément. Ah bon? Parce que la France a pris toujours l'Africain comme son marchepied. Ah ouais. La France a pris les Africains comme ses marchepieds. Oh. Aujourd'hui, la France dit c'est blanc. Demain, il dit c'est rouge. Après, demain, il dit c'est noir. À quelle couleur il faut choisir? Ouais. C'est un bonhomme qui a 4 langues. Le serpent en a 2, mais le français en a 4. 4 langues dans sa bouche. Carrément. Et aujourd'hui, la France a la peur bleue pour l'AES. Or, comme il a déposé des soldats en Côte d'Ivoire pour aller faire coup d'État au Burkina, Mali et Niger, et si on enlève Patrick Talon, son coup d'État qu'il va faire à l'AES, ça va être foiré. Voilà pourquoi il a précipité les gens pour remettre Patrick Talon au pouvoir. Ça, c'est clair. Parce que d'après les images, les mutins, ils ont occupé la radio, ils ont fait passer leur message. Ensuite, il y a le Nigeria qui est intervenu et la France également. Oui, mais c'est normal parce que le Nigeria qui a été intervenu, comment il s'appelle le président du Nigeria? Oui. Tinubu est en accord avec Emmanuel Macron. Ils sont toujours en accord jusqu'à présent. Donc, lorsque les Africains, comme ils ont dit, ils ne doivent pas laisser les Africains prendre leur indépendance. Or, ils ne veulent pas donner aussi l'indépendance aux Africains. Si vous écoutez souvent les chroniqueurs français. Donc, selon vous, on n'est pas indépendant. L'Afrique n'est toujours pas indépendante. Non. D'accord. Les 3 pays qui veulent l'indépendance, là, c'est ça ils veulent. Ils veulent réussir à faire revenir d'autres pays. Non, à faire revenir dans leur giron. Mamadou, tu partages son point de vue? Mais en fait, bonjour déjà, bonjour chers sœurs, bonjour doyen, mais et puis aussi bonjour aux fidèles auditeurs de notre revue de presse africaine. C'est pas faux ce qu'il dit, lui. En fait, droit d'ingérence, oui, quand la France va intervenir effectivement dans un pays pour une histoire de gré un coup d'État, c'est de l'ingérence, ni plus ni moins. Après, je ne vais pas jeter la pierre aux Français, parce que les Africains sont responsables de cette affaire-là. Comment un pays comme le Bénin, qui a eu son indépendance depuis je ne sais pas combien d'années, 1960, comme les autres. Voilà, 1960, et qui à un moment donné, de coup d'État en coup d'État, moi c'est exaspérant, quoi. C'est exaspérant pour les pays africains de pouvoir venir au pouvoir, effectivement, au lieu d'utiliser la voie des urnes. Non, on préfère faire un coup d'État. Mais faire un coup d'État aussi, ça dépend aussi des gouvernants qui sont en place. Patrick Talon qui dit qu'effectivement, qu'il va quitter le pouvoir, qu'à un moment donné, qui effectivement crée des lois pour être président du Sénat, je ne sais pas quoi. Et puis aussi éliminer les rivaux sérieux. Les rivaux sérieux, voilà. Qui peuvent battre son dauphin. Son dauphin. C'est ce que Macky Sall voulait faire, vous savez, sauf que Macky Sall, il a échoué. Les Sénégalais, ils ont une autre mentalité de fonctionner, effectivement. C'est dire, ben voilà, nous irons par la voie pacifique. Et donc, effectivement, moi, je pense que le Bénin pouvait organiser ça. Patrick Talon pouvait... Il en serait grandi. Franchement, grandi. Parce qu'on dirait, ben voilà, après le Sénégal, c'est le Bénin. Démocratiquement, c'est lui qui a été élu, il a été démocratiquement. Et que, bon, voilà. Après, ça veut dire que, bon, il peut y avoir des irrégularités. Mais bon, c'est le géopolitique qui veut ça. Mais, le fait que la France, effectivement, intervienne, ça prouve que, quand même, que militairement, le Bénin était un État qui est faible militairement. Ouais. Il est incapable de il est incapable de gérer de défendre. Il est incapable de gérer, mais on le voit effectivement, les mutins. Tu fais un coup d'État, tu vas justement, toi, par la radio et faire tes déclarations. Alors qu'on n'a même pas mis la main sur le président. On n'a même pas mis la main sur le président, on n'a même pas été au palais.
Et tu dis que tu es en coup d'État. Franchement, je pense que c'est Donc ça veut dire que non, c'est de eux l'amateurisme. aussi c'est des amateurs, c'est des bras cassés. Ah ouais, c'est des bras cassés, c'est de l'amateurisme. Moi, ça m'a fait me rigoler. C'est des Mais en bras fait, cassés. je pense que les Béninois, à partir de ce moment-là, doivent faire une prise de conscience par rapport à ça. En disant, maintenant, Talon, merci beaucoup, tu as beaucoup fait pour les Bénin, très bien. Organisons maintenant des élections libres et démocratiques. Des élections sincères. Et puis inclusive. Et inclusive. Voilà, qui inclut tout le monde. Qui inclut tout le monde. N'est-ce pas? Il n'y a pas à dire, bah, je vais éliminer tel ou tel. Et ça, c'est devenu effectivement... Parce que les mutins ont dit ça aussi dans leurs revendications. Mais bien sûr. Voilà, qu'il faut des élections inclusives. Il faut C'est-à-dire qu'ils n'excluent personne. Tu n'exclus plus le monde. C'est le jeu démocrate. Tu ne peux pas dire que tu es démocrate et à l'après des élections présidentielles, tu fais un choix sur les candidats. Ça veut dire que toi-même, tu es candidat. C'est ce que ça veut dire au fond. Tu es candidat, tu t'installes au Sénat, ça veut dire que quelque part, le candidat qui sera président, qui est issu de effectivement ton camp, mais... Voilà, c'est toi qui vas diriger en sous-main. Ah oui, tu vas le diriger indirectement. Tu as joué en sous-main, le gars il sera là, tu vas lui faire ceci, faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a toujours les Français qui sont derrière. Ah ouais. Oui, on a beau dire les choses, mais c'est à peu près comme ça. La France a loupé quelque chose. La France est un grand pays. Elle est encore un très grand pays. Et qu'à un moment donné, il pouvait jouer ce rôle-là, démocratiquement, organiser les élections sincères et démocratiques. Mais il aurait été simple de mettre ça comme ça. On dirait, mais finalement, on s'est rendu compte, on se trompait. Que la France, malgré effectivement ce que l'on entend, c'est plus ça. C'est un pays démocratique, des libertés. Non. On aurait pu dire ça. S'il avait organisé ça, on voit bien qu'effectivement, sous le cas du Sénégal, c'est autre chose. Le Sénégal se dit non, nous, on va organiser nos élections. Et aujourd'hui, je me dis, mais finalement, à part le Sénégal, quel est le pays qui a organisé des élections transparentes comme ça? La Côte d'Ivoire, on a vu... Sans éliminer les rivaux sérieux. Et de notre côté aussi, les militaires qui prennent le pouvoir. Chacun, on a beau critiquer les militaires. Tu sais, ce sont ces militaires-là, ils ont fait les grandes écoles militaires ici en France. Oui. Ce sont des très grands intellectuels. Et moi, je suis ulcéré de voir, je suis toujours étonné de voir des gens, oui, ça reste toujours des militaires, ils n'ont qu'à rester dans les cas. Mais non. Est-ce que militaire... le général de Gaulle était militaire. Il était militaire, mais bien sûr. Et pourtant, il a fait de grandes choses en France. Il a fait de grandes choses en France. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, le général de Gaulle est une référence en France. Oui, voilà. Et puis son nom règne encore aujourd'hui. Et puis oui, en Afrique, dans notre génération, qui ne connaît pas le général de Gaulle? Voilà, et puis aussi même en Égypte, il y a en Libye, le colonel Kadhafi, voilà, Nasser aussi, voilà. Gamal Abdel Nasser. Il y a beaucoup d'Africains, même d'ailleurs Thomas Sankara, beaucoup de pays africains qui effectivement ont eu des présidents militaires. Chéri Aoulin du Ghana qui a apporté la démocratie au Ghana. Exactement. Donc ça veut dire que les militants sont capables effectivement de faire quelque chose. Ah oui, parce que c'est de très grands démocrates, quoi qu'on en dise. Moi, j'ai un ami dont le père était un ancien militaire. C'était un plaisir d'aller le voir et discuter avec lui. Il t'explique l'histoire de la France, l'histoire de l'Afrique, sans tabou, sans rien. Il ne te parle jamais de dire, oui, les militants sont dictateurs, ainsi de suite. Il te parle de ces affaires-là, de ces histoires-là, de manière très intellectuelle, très simple, qui te permet de comprendre tous les enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, les Africains ont compris. Cher Kara, le pouvoir rend fou. C'est vrai. Non, le pouvoir. Ça rend fou au sens propre du terme. Le pouvoir rend dingue. Parce que quand tu vois certains Africains qui s'entêtent, tu fais 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Mais les pays africains ne sont pas des monarchies. 8 mandats même 8 mandats pour l'autre. Tu prends le président congolais, Sassou. Oui. Attends, Sassou, moi, quand j'ai entendu... Et Paul Biya du Cameroun. Paul Biya du Cameroun, les mecs... Ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a quelque chose que tu ne parles pas. Et les Africains eux-mêmes, je dis même le peuple africain eux-mêmes, n'a pas cette prise de conscience et dit, mais attendez, ça suffit. Non, ça suffit quoi, c'est bon. C'est bon. Mais sauf que ceux qui sont en haut, et ceux qui sont en haut, encore ceux qui sont en haut... Oui, c'est le clientélisme, la corruption. Non seulement la corruption, c'est le clientélisme, et puis bon, la France aussi, pour quelque chose, on a beau dire les gars... Voilà, exactement, il y a une main derrière. Il y a une main derrière. Si la France ne s'est pas impliquée dans ça, mais je pense que les pays africains eux-mêmes pouvaient organiser des élections libres et transparentes. Ouais.
Parce qu'ils ils en sont capables. Ils en sont- Moi, je prends tout simple l'exemple du Sénégal. Ouais, vous allez voir ça passer. Non, les gens Ils se sont sont là. levés le matin, ils sont partis voter, Ils sont là. ils ont élu un président, malgré les trucs pitulés de 2021-2024, et puis les élections sont passées démocratiquement. On a un président, et puis voilà, après on peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas ça le souci. Mais Le problème, c'est le qu'on a un peuple qui a président choisi. qui a choisi. Mais je pense qu'il faudrait que les... Après, on me dira, ouais, parce que c'est d'origine sénégalaise, c'est pour ça que tu dis ça. Moi, je pense que les pays, d'autres pays africains doivent s'inspirer du cas sénégalais. Je pense, Et à tout mon le avis. monde pour organiser des élections libres et transparentes. Exactement. Alors, Mais il y a l'autre qui disait, Bongo qui disait, quand la France lui a dit, ben, le parti unique c'est bien, mais il faut organiser des élections libres et transparentes en mettant en place le multipartisme. Et le vieux Bongo avait dit, d'accord, je vais organiser des élections. Mais comment moi je peux organiser les élections de perdre? et perdre. Ah oui, Le père Bongo avait dit ça. bah oui, Mais moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, Il a il est fort. Hein. il a raison. Comment il peut organiser des élections et les perdre? Mais tous les présidents africains, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Voilà. Alors, KMT. Oui. Alors, notre analyste. Alors, Oui. qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on a dit et puis de ce que tu as vu en image? Alors, j'aurais tendance à croire qu'il y a une tradition qui s'est enracinée en Afrique de l'Ouest concernant les élections et le système démocratique. Manifestement, si c'est une tradition, ce n'est pas la meilleure parce qu'elle a tendance plutôt à desservir les peuples. Exactement. La nation, c'est une notion qui apparemment n'est pas très commune à certaines élites en Afrique de l'Ouest. C'est bien dommage parce que ce sont les premières nations, ce sont elles qui malheureusement en souffrent. Et c'est ce qui est important de voir en permanence quand non seulement on vient pour observer et critiquer un système, mais c'est bien de le prendre en compte aussi quand on décide, pas seulement de le critiquer, mais surtout d'essayer d'apporter des réponses, des pistes de solutions. Parce que la finalité des hommes politiques, c'est quand même de servir le peuple, de faire d'un pays un véritable État digne de ce nom. Donc voilà, ça c'est mon petit jugement de valeur. Je trouve que cette tradition qui est de jouer entre coups d'État, changement de constitution, etc., c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que non seulement ça dessert les peuples, c'est dommage aussi parce que l'image du pays n'en est pas anoblie, Voilà, loin de là. on prend un coup. Et c'est aussi énormément, un énorme dommage au regard de la scène politique internationale où, à l'ONU, le continent africain, qui représente en termes démographiques quand même un parti qui n'est pas négligeable, malheureusement, n'a pas, je pense, la position qu'il est censé avoir. Et quand on voit comment se comportent certaines élites politiques, quand on voit la manière dont l'instabilité politique se pérennise dans cette région-là du globe, je comprends que ce soit de plus en plus difficile pour que l'ONU puisse regarder autrement les pays africains et reconnaître leur puissance, et encore plus concernant tout simplement des afrodescendants, des Africains qui vont un peu partout dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près tout et voit à peu près tout. On doit faire attention et nos élites doivent montrer l'exemple. C'est bien dommage. Ah, très, 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 très bien. Donc, une très bonne analyse. Donc, de toute façon, donc, le coup d'État a échoué. La France et le Nigeria, ils ont officiellement et reconnu d'apporter leur concours pour faire échouer ce coup d'État. Oui. Et donc, on va suivre cette situation de près. Donc, nous allons passer à un autre pays donc, qui est la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, donc, il y a eu un faux coup d'État là-bas. C'est une situation inédite parce que il y en a qui parlent de vrai coup d'État, mais en Guinée-Bissau, c'est le président lui-même qui a organisé le coup d'État contre lui-même. Et juste tout ça pour ne pas laisser l'opposition s'installer au pouvoir. Donc, à la veille de la déclaration officielle des résultats des élections, donc, à quoi bon d'organiser des élections à coût de millions de dollars et puis pour en arriver là, Mamadou? Vous qui êtes Sénégalais proche, donc la Guinée-Bissau est quand même frontalière avec le Sénégal, très très proche. La Guinée-Bissau a toujours été un pays de coup d'État depuis Amilcar Cabral. Donc c'est des habitués. Maintenant on parle de faux coup d'État. Umbalo, il faut qu'il
il faut qu'ils disent qu'effectivement il a laissé le pays vraiment pas très net. Il a fait beaucoup de choses, sans doute. Ouais, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait des choses. Non, il a fait des choses. Mais c'est un tout petit peu surprenant quand même la façon dont il a quitté le pays, de passer au Sénégal, de faire quelques jours là-bas, parce qu'il voulait s'installer au Sénégal. Oui, alors, donc, mais avant qu'on continue, je vais demander à la régie donc, de nous mettre les images donc, de ce faux coup d'État et du nouvel confort. Nas funções de presidente do alto comando militar para a restauração da segurança nacional e da ordem pública. La Guinée-Bissau a été le théâtre d'un nouveau coup d'État. Umaro Sissoko Embalo a été déposé par des militaires quelques heures avant la proclamation des résultats de la présidentielle du 23 novembre. Arrêté mercredi 26 novembre, démis de ses fonctions de chef de l'État dès le lendemain, Umaro Sissoko Embalo s'est réfugié au Sénégal, où il est arrivé jeudi 27 novembre dans la soirée. Depuis le début de la crise, les autorités sénégalaises, sous la conduite personnelle du chef de l'État, sont en communication directe avec l'ensemble des acteurs bissau-guinéens concernés. Ces échanges ont notamment porté sur la libération du président Embalo et de certains de ses compagnons, de tous les autres acteurs politiques arrêtés, ainsi que la réouverture des frontières pour faciliter l'exfiltration et le rapatriement, y compris des membres des différentes missions d'observation électorale. Un aéronef a été affrété par le gouvernement pour se rendre à Bissau afin de contribuer à cette opération de rapatriement. Cela a permis l'arrivée au Sénégal, sain et sauf du président Umaro Sissoko Embalo. Mais que s'est-il passé au cours de ces quelques heures qui ont vu le destin du pays basculer? Mercredi, à la mi-journée, Umaro Sissoko Embalo contacte Jeune Afrique, assurant avoir été arrêté par des militaires. Il affirme alors que les résultats de la présidentielle, qui devaient être proclamés le lendemain, le donnaient en tête. Une victoire qu'il revendiquait déjà la veille, tout comme son principal opposant, Fernando Dias da Costa. Ce dernier a de son côté affirmé avoir échappé à une arrestation, accusant au passage Umaro Sissoko Embalo d'avoir lui-même fomenté le putsch. Simplesmente o Presidente da República inventou esse golpe porque percebeu que não tem condições para ganhar as eleições. Ele perdeu as eleições, inventou essa história de golpe de Estado que não é golpe de Estado. Domingos Simões Pereira, dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, a pour sa part été arrêté. Principal opposant bissau-guinéen, le chef du puissant PAIGC avait vu sa candidature à la présidentielle invalidée. Une mise à l'écart de l'ancien parti unique qui a créé de vives tensions sur la scène politique bissau-guinéenne. Au lendemain du scrutin, qui s'est déroulé dans le calme, les deux camps ont revendiqué la victoire. L'armée ayant suspendu le processus électoral, impossible de connaître les chiffres exacts. La junte, qui vient de prendre le pouvoir à Bissau, a investi le major général Hortan Tam comme président de la transition. Mais les zones d'ombre qui entourent le déroulement du putsch alimentent de nombreuses spéculations. Certains affirment que le président sortant, face à la perspective de sa défaite, aurait lui-même organisé le putsch. Coup d'État ou complot initié par Umaro Sissoko Embalo? Impossible en l'état actuel de tranchée. Les militaires, eux, affirment avoir déjoué un complot lié aux narcotrafiquants. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta plano em curso. Voilà, alors donc après ce petit film, donc Doyen Blaiseau, donc aujourd'hui, donc c'est quand même une drôle de démocratie que la Guinée-Bissau a inventé, c'est-à-dire un président après avoir été candidat donc et sur le point d'être battu, donc a organisé un coup d'État contre lui-même. Monsieur Kara, vous voyez, en Afrique, les Africains qui se disent intellectuels et qui sont aux affaires ridiculisent le peuple noir. Ils ridiculisent le peuple noir. Et aujourd'hui, si les Occidentaux ne nous respectent pas, c'est les gens de personne. Ah oui. Ah oui. Parce que
ils sont incapables de prendre d'abord une décision sur leur pays et ils font souffrir les enfants du pays. Croyant qu'il y a un clan là qui mange bien, rempli le soir, et les autres là, qui sont couchés, qui ne mangent pas. Et si on voit ça, on dit, bon, on va faire ça, ils font du traficotage à dégager certaines choses, et demain matin, c'est l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui a honte de ce genre de choses. Ce n'est pas seulement que la Guinée-Bissau. Parce qu'on parle de la Guinée-Bissau, mais c'est en Guinée-Bissau. Mais d'abord, l'Afrique, le continent africain, qui est le berceau de l'humanité, en s'ouvre à des genres de personnes qui sont là, comme les Ouattara, comme les Balo, comme les Talons. Pour moi, c'est les négriers. Carrément. C'est les négriers. Là, actuellement, il y a 3 négriers qui sont en train de jouer. Comme autrefois, il y a 3 négriers, c'est-à-dire le Portugal, la France et l'Angleterre. Et on reste toujours sur le temps de ces négriers-là jusqu'à aujourd'hui. Dans ce même schéma. Le même schéma. Alors, Mamadou, alors qu'est-ce que tu en penses, la Guinée-Bissau, comme je l'ai dit donc au début, la Guinée-Bissau qui est proche du Sénégal, et le président Balo, après ce coup d'État, est venu d'abord au Sénégal se réfugier, ensuite il est parti. Mais moi, je pense que avant d'en arriver là, déjà, Umbalo et sa bande pouvaient s'inspirer du cas du Sénégal déjà. Parce que, bon, ben voilà, je sais que Umbalo était proche de Macky, quoi qu'on en dise. Donc, Umbalo devait s'inspirer de ça, plutôt que de laisser faire, de vouloir aller. Il savait, lui, de toutes les façons, qu'il allait perdre les élections. Il le savait déjà d'emblée. Donc, tu prends ce risque-là, tu vas sauter par la petite fenêtre, et en même temps, tu vas organiser un simulacre de coup d'État, et tu sors au pays, voilà, sans stress, rien du tout, et tu passes quelques heures au Sénégal. Après, tu prends ton avion, tu vas au Congo, c'est Sassou là-bas. Ensuite, après du Congo, il est parti au Maroc d'après les infos. Ben oui, il est parti au Maroc. Il va retrouver Macky Sall là-bas. Son ami. Je vais dire, tu sais, Kara, tous ces présidents africains qui ont été élus de cette façon-là et qui ont quitté ce pouvoir-là, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont fini leur vie assez chaotique, assez dramatique. Je prends le cas de Mobutu Sese Seko. Il est parti à gauche, à droite, et à un moment donné, il a fini au Maroc, il est décédé au Maroc. Hissène Habré, au Sénégal. Amadou Ahidjo, décédé au Sénégal. C'est-à-dire que les 3 cas de ces présidents-là, qui finissent à l'exil. Non seulement ils finissent à l'exil, mais ils finissent très très mal, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont oubliés. Ils sont oubliés. La seule chose qu'on retient d'eux en disant... Par l'histoire. Mais ils sont oubliés. Umbalo. Bah oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que Umbalo c'est-à-dire que ne représente même pas l'histoire, en fait, finalement. Les gamins aujourd'hui qui ont 17-18 ans, qu'est-ce qu'ils vont retenir de lui? Il a fait un mandat. Ah oui, attends, tu voulais un mandat, et ainsi. Ouattara, tu veux un autre mandat, et coup d'État constitutionnel. Après, tu organises des élections. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, je trouve ça un petit peu dommage et regrettable, quoi, de la part d'un pays comme la Guinée-Bissau, qui, lui, a toujours baigné de coup d'État en coup d'État. Quand est-ce que les pays africains vont avoir cette prise de conscience en disant, attendez, la démocratie, on s'inspire des Occidentaux, mais nous aussi, est-ce que nous ne sommes pas capables d'organiser des élections libres? Moi, je pense que oui. Mais c'est une question de volonté politique. Sauf que dans la classe politique, si on a des gens comme Umbalo, qu'on a des gens comme Talon, si on a des gens comme Ouattara, le problème restera toujours entier. Mais un jour viendra, Kara. Tous ces petits mondes-là, le président camerounais, comment il s'appelle encore là, Biya, tous ces présidents vont finir aux oubliettes. Ah ouais. Ah ben non, moi à la poubelle. Ah oui, à la poubelle de l'histoire, c'est certain. Compte tenu de cette nouvelle génération-là. Parce que ces présidents-là ne sont pas des patriotes africains. Ce ne sont pas des patriotes. Non, ce ne sont pas des patriotes. Ce ne sont pas des patriotes africains. Alors, oui. KMT, qu'est-ce qu'elle en pense? J'en pense qu'encore une fois, j'essaie de me mettre dans les bottes des nations.
des Guinéens. Et je me dis que les coups d'État en Guinée-Bissau sont en vérité un véritable système. C'est un mode d'organisation politique. Beaucoup le jugeront anormal. Malheureusement, pour les Guinéens de Guinée-Bissau, c'est la norme. C'est la norme. C'est problématique parce qu'à chaque fois que ça arrive, à chaque fois ce sont les mêmes réactions. Et l'élection suivante, c'est exactement la même chose qui se répète. Donc c'est un vrai problème. Il y a un vrai problème et je pense que c'est un phénomène qui est révélateur partout dans la région d'Afrique de l'Ouest, pour ce que je sais. Mais là, pour ce cas-là, je pense que ça doit amener l'élite du pays, mais aussi ceux qui, malheureusement, pâtissent de ce système, à réellement s'asseoir, prendre le temps, réfléchir et se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et peut-être qu'ils mettront d'autres mots au problème, peut-être qu'ils cibleront réellement la racine du problème. Mais je pense que, malheureusement, ce qui vient de se produire a toutes les chances de se reproduire. Ce que je ne souhaite pas. Ailleurs. Parce que tu penses que c'est un mode de transmission de pouvoir qu'en fait. C'est-à-dire que si l'on veut effectivement garder les systèmes en place, ça va être toujours comme ça, puisque le président sortant, lui, puisqu'il a fait ses mandats, il ne peut pas gagner les élections. Donc voilà, on fait comme vous dites, et puis effectivement, il y a certaines personnes qui disent qu'il s'est arrangé avec le chef de l'armée pour pouvoir garder le pouvoir pendant 1 an, parce qu'il a annoncé qu'il va, en portugais, là, quand il a annoncé, il dit que la transition durera 1 an. Ouais. Donc après, Mbalo peut-être va revenir. Oui, mais... C'est-à-dire, c'est un... C'est facile de dire ça, quoi. Changement de chaise musicale. Oui, changement de chaise musicale. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ce système-là qui fonctionne comme ça. Macky voulait faire ça au Sénégal, ça n'a pas marché. Ouattara, il a réussi son coup. Il avait dit, j'ai fait 2 mandats, je pars. Et 3e mandat, après 4e mandat. Voilà. Il va peut-être mourir au pouvoir. Moi, je pense que si on ne fait pas attention, Ouattara sera prison en lui. Il sera combien? De toute façon, on va revenir sur la Côte d'Ivoire. Donc, on va suivre la situation de la Guinée-Bissau de très très près. De toute façon, dans 1 an, on verra si le général Hortentam va respecter son engagement d'organiser des élections libres, transparentes dans 1 an. Et qu'il ne va pas lui aussi être pris par le virus. Non, par le virus. Par le virus de ce pouvoir. Voilà. Mais par contre, si lui, la transition va jusqu'au bout et qu'il organise effectivement des élections libres et transparentes, ce général-là rentre là dans l'histoire. Oui, et qu'il laisse tous les Guinéens se présenter. Mais c'est une affaire de fou. Et tu vas voir, effectivement, ça va s'enchaîner après. Ouais, exact. Parce que moi, si tu veux, moi personnellement, ce que l'on dit des militaires, moi je pense que fondamentalement, ils ne sont pas comme ça. Je pense que fondamentalement, ils ne sont pas comme ça. Après, on dira, ouais, le pouvoir aux militaires, ouais, les militaires, c'est dans les cases. Mais les militaires, ils sont aussi du pays. Exactement. Ce sont des citoyens du pays. Exactement. Ils ont le droit d'avoir le pouvoir et puis, voilà, de l'organiser. Exactement. Voilà. Ok, donc on va passer donc à un autre pays. Aujourd'hui, on va voyager dans beaucoup de pays. C'est bien. Donc, tout le monde a son passeport de toute façon. Exactement. On va passer de pays en pays. Ouais. Maintenant, il va falloir que tu commences à dire sur les passeports diplomatiques. Pour aller dans tous ces pays-là. Donc, on va aller maintenant à côté de la Guinée-Bissau, dans un autre Guinée qui s'appelle la Guinée-Conakry. Et donc, les Guinéens même aiment qu'on appelle la République de Guinée. Et donc là-bas, il y a des élections présidentielles le 28 décembre prochain, donc dans quelques semaines. Et donc là-bas, il y a aussi là-bas 9 candidats, mais les principaux candidats sont éliminés par la Cour constitutionnelle. Et maintenant, il y a des candidats contre le président sortant, le président par intérim, Mamadi Doumbouya, la régie. En gros. À l'abbé
fief de Cellou d'Alain Diallo, l'opposant historique écarté des listes électorales. Un pari osé pour ce chef d'entreprise bardé de diplômes internationaux, mais novice dans la course à la présidentielle. Ici, de nombreux électeurs se sentent orphelins, alors le candidat leur tend la main. Notre premier axe de notre projet de société sera axé sur la réconciliation nationale. Le deuxième point de notre projet de société pour la Guinée sera axé sur le renforcement de l'éducation. Mohamed Nabé appelle à la réconciliation, une façon présente d'évoquer le climat qui entoure la campagne. Car depuis le coup d'État il y a 4 ans, les disparitions de voix dissidentes se multiplient. Cette semaine, Fayami Limono, un des rares candidats encore critiques des militaires, a dénoncé l'enlèvement dans la nuit du 2 au 3 décembre du directeur adjoint de sa campagne. Le lendemain, le parquet général a menacé de poursuites quiconque pointerait la responsabilité des autorités dans ces kidnappings. Interdit de se présenter, les grands partis sont tous absents. Seuls 9 candidats sur 51 ont été retenus, dont El Hadj Bouna Keita, qui brigue pour la 3e fois la magistrature suprême. Le fondateur du RGP axe son programme sur l'agriculture et la lutte contre le réchauffement. Ma politique, c'est quoi? C'est l'agriculture. Quand vous votez pour moi, je vais mettre l'agriculture devant. Je vais mettre l'industrie devant. Quand vous entendez la sécurité, la première sécurité, c'est ton ventre. Si tu n'as rien mangé, tu ne peux rien faire. Alors, donc, nous voilà revenus sur le plateau après donc, le film. Alors, mes amis, et on est donc en Guinée-Conakry, il y a des élections présidentielles en Guinée, et Jean Blaison, notre doyen, eh bien, ça, ce n'est pas un coup d'État maintenant, c'est des élections présidentielles, même si on a parlé donc, dans le film que les principaux candidats sont éliminés à la course. Donc, il y a 9 candidats actuellement qui concourent face au président sortant, Mamadi Doumbouya. Monsieur Kara, je vous remercie. L'Afrique ne va jamais s'en sortir. Ah, vous êtes très pessimiste. Hein? Oh, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah bon? Quand déjà vous mesurez ce que vous allez mettre dans la bouche là, si vous ne voulez pas que ça déborde, pour que vous mangez avec tout le monde, et que vous le réduisez à votre niveau seulement, c'est que ça ne va pas. Quelque chose ne va pas là. On liquide. Regarde le monde qu'il y a eu pour les candidats d'opposants. Regardez ce monde-là. Vu ce monde, on le balaie tout de suite. Donc déjà, quelque chose ne va pas. C'est la même chose qu'Abidjan. Parce que Doumbouya est venu à Abidjan. Il a rencontré Ouattara. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouattara qui s'est dit petit singe qui connaît tout et qui a voulu enseigner, comment il s'appelle, Macky. Seulement, le Sénégal, c'est le pilier de la démocratie africaine. En Afrique, oui. Il ne peut pas quelqu'un ne peut pas tromper les Sénégalais sur ce point. Ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, Doumbouya est venu, il a fabriqué ce dossier-là à Abidjan, il est parti. Bon, il faut balayer tous ceux qui sont puissants là. Tu les balayes, demain matin, tu passes. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Oui, mais c'est pourquoi je le dis. Hein? Parce que... Donc, selon vous, il a pris la leçon en Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Moi, de toute façon, moi je dis ce que je vois. Je dis pas, je n'ai pas dit oui, dit ou aurait. Non. Je dis ce que je vois. Quand quelqu'un rentre quelque part, moi j'ai fait la prison politique en 1963. Donc je connais ce qui se passe. Hein? Mamadou Doumbouya, c'est le prochain président. Mais vous allez voir ce qui va se passer en Guinée. Ça serait pire que Alpha.
Condé. Ça serait pire. Bah, mais d'après certains, il a commencé à travailler le pays. Oui, pendant il ne s'agit pas des les gens... quelques années de transition qu'il a eu, il a commencé à bien travailler le pays. Je suis d'accord. Mais il est venu en transition. Maintenant, il va rentrer dans le pouvoir. Hein? Ça ne sera plus la transition. Maintenant. Non. Ça, il est libre. Il a les mains libres pour faire ce qu'il a envie de faire. À une condition, qu'il amène tous les Guinéens à se réconcilier correctement. Ce que Ouattara n'a pas fait. Et qui pose les problèmes aujourd'hui jusqu'à présent. Hein? Lorsqu'il y a eu des morts et que même les réfugiés ont été tués par l'ONU, les réfugiés politiques, que l'ONU a fait le camp. C'est l'ONU qui a fait le camp, c'est l'ONU qui est parti tuer tout le monde. Alors là, ce n'est pas le président qu'on met au pouvoir. C'est pourquoi je dis, Ouattara, quand tu lis ce bouquin, tu trouves toutes les vérités claires et nettes par les journaux, par tout ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que Doumbouya a 2 femmes blanches. Ah oui? Mais nous connaissons qu'une. Oui, bon, on connaît une. Mais il y a 2. Il y a 2. Oui, je vois. Il y a 2 femmes blanches. Donc, la France, dans mon dossier que j'ai à la maison, M. Brivniev disait quoi? Que la Guinée a de la richesse. Donc, si on n'arrive pas à repeupler la Côte d'Ivoire par les halogènes, toute cette richesse de la Guinée va nous échapper. Ça veut dire quoi? On prépare les gens pour que l'Afrique de l'Ouest devienne comment je peux appeler ça? Un giron de l'Europe. Parce que c'est le coin le plus riche du monde. Mamadou, bon, maintenant, on va revenir sur le doyen. Donc, Mamadou, c'est quoi, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous qui êtes sénégalais, que tout le monde prend un exemple comme la vitrine de la démocratie en Afrique, le Sénégal. Oui. Donc, qu'est-ce que cette campagne électorale en Guinée vous inspire? Doyen a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a parlé de réconciliation. Mais il ne peut pas y avoir de réconciliation sans au préalable avoir de la justice. C'est si simple que ça. Tu vas réconcilier les gens, il y a eu des morts. Qui a tué? Qui a fait quoi? Il y a eu des assassinats, il y a eu des déportations, tout ce que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de justice. Et tu veux une réconciliation? Le peuple ne sera jamais uni. Jamais. Il faut fédérer le peuple en disant, mais la justice d'abord. Ceux qui ont fauté. Soit on dit, ben voilà, les excuses, c'est fait, voilà, on passe à autre chose. Soit on dit, mais maintenant, il faut les condamner. En ce moment-là, à partir de ce moment-là, tu pourras parler de réconciliation parce que les cœurs sont déjà apaisés et puis on commence à passer à autre chose. C'est le cas de la Guinée aujourd'hui. Donc, ben voilà, il y a eu des morts. Qui a tué? Qui a fait quoi? On ne sait pas. Il y a eu des assassinats. OK, ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Mais c'est le cas aujourd'hui au Sénégal. Il y a 81 jeunes qui ont été on va revenir sur ça. Dessus. Alors, donc, je passe la parole à KMT sur la Guinée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors la Guinée, c'est un des pays les plus richement dotés naturellement. C'est vrai. C'est flatteur que le ciel nous ait pourvus aussi bien. Je dis nous parce que je suis aussi native de ce pays-là. Seulement, parfois, il y a des propriétaires qui sont simplement dans l'incapacité de gérer au mieux les richesses dont ils disposent dans leur propre intérêt. Et pour le cas là qui nous réunit concernant la Guinée-Conakry, c'est un pays qui se nomme République de Guinée. Et la chose publique, quand on l'observe à travers les médias, moi pour y avoir vécu quelques années là-bas, quand on l'observe une fois sur place, la chose publique, elle est très évanescente. Le système politique là-bas, tel qu'il est installé, ne ressemble pas réellement à un système politique à proprement parler.
Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que le président actuellement en transition, le président de la transition, je pense que quand il a commencé à représenter la République de Guinée, il l'a fait avec réellement un sentiment patriotique. Maintenant, quand on commence à rentrer dans le système du pouvoir, ce que vous évoquiez... Ici, que le pouvoir en fout. Voilà, le virus. Peut-être que ce virus du pouvoir a tendance à dénaturer le patriotisme qui peut créer cet engouement auprès de ces militaires. Parce que comme vous l'aviez aussi précisé, ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on ne peut pas participer à la vie politique d'un Voilà. pays. Ou qu'on ne peut pas diriger un pays de façon pour le mettre sur le rail du développement. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment dommage qu'un pays comme la Guinée, qui a autant de richesses, ne puisse pas en faire profiter son peuple. Voilà, parce qu'on a rappelé ici que le général de Gaulle était militaire. Tout à fait. Et pourtant, il a bien géré la France. C'est lui qui est le père de la Ve République. Il a mis les jalons donc, de la Ve République en France qui fonctionne actuellement. Absolument. Et donc moi, je pense que ce futur président, apparemment, vous avez déjà les résultats de l'élection à venir. Parce qu'il dit que Doumbouya va gagner. Alors si votre prédiction est bonne, je lui souhaite bon courage et j'espère que le peuple comprendra sa démarche, comme ce que je souhaite à tous les présidents qui viennent à la tête des pays en Afrique. Voilà, bon courage à lui. À lui. Très bien, donc on va suivre aussi cette situation. De toute façon, le 28 décembre, c'est pour bientôt. On aura l'occasion de venir commenter ici les résultats et puis aussi pour son programme, le lendemain qu'il prévoit pour la Guinée. Donc nous allons passer aussi sur le Sénégal. Donc le Sénégal, il n'y a pas d'élection au Sénégal, mais on va parler du Sénégal sur le différend qui oppose le président Diomaye et Ousmane Sonko, donc son premier ministre. Et donc je demande à la régie donc, de nous mettre les images donc, du Terra Meeting que le Premier ministre avait organisé au Sénégal. Un Terra Meeting, c'est-à-dire un rassemblement hors norme, une démonstration de force populaire, un peu plus de 18 mois après l'arrivée du PASTEF au pouvoir. Eh bien, si l'on en juge le nombre de manifestants, de militants qui sont venus y assister, c'est un pari réussi. Toute la journée, des centaines de bus sont afflués des 4 coins du pays. Les militants sont venus en nombre. La foule est immense, vous le voyez derrière moi. Ils disent être venus par souci patriote et surtout pour réitérer leur soutien à Ousmane Sonko et à son projet de transformation du pays. On a pris la décision de rassembler encore toutes les patriotes pour montrer la force de PASTEF. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la jeunesse a délaissé Sonko alors que ce n'est pas vrai. Qu'on nous laisse un peu de temps au moins. On ne peut pas être au pouvoir d'ici 1 ou 2 ans et faire de véritables réalisations. C'est impossible. Dans son discours, Ousmane Sonko a concentré ses critiques contre l'ancien président Macky Sall, qu'il a accusé de haute trahison dans l'affaire dite de la dette cachée. Il a même appelé à la dissolution de son parti, l'APR. Il est longuement revenu également sur les difficultés économiques que connaît le Sénégal ces derniers mois, appelant les Sénégalais à de la patience et affirmant que son plan de redressement était la solution. Enfin, il a également balayé les rumeurs qui feraient état de dissension au sein de l'exécutif et notamment de désaccord avec le président Bassirou Diomaye Faye. Il a appelé plus que jamais à l'unité pour la réussite de son projet. Alors, donc nous voilà donc revenus sur le plateau donc après ce film. Donc je vais donner la parole donc à M. Blaison, hein, pour une fois il n'est pas sénégalais, mais c'est le sage. Et ici, donc vous avez donc critiqué tous les autres systèmes des présidents. Je pense que le Sénégal quand même est un modèle, Jean Blaison. Monsieur Kara, je vous remercie. Je tire mon chapeau à Sonko. Sonko prépare quelque chose d'extraordinaire. Il a mis ce que j'appelle les pièces tout autour du président. Il ne faut pas qu'il bouge.
pour se mettre du côté de quelqu'un d'autre. C'est ce qui vient de se passer là. Il a déjà... Il ne faut pas qu'il dévie le chemin. Oui, il a déjà attaché son président. Parce que prochainement, les élections qui vont venir prochainement, c'est lui le président. Parce que c'est lui qui devait être président. Mais à cause de la prison, il lui est désigné. Mais c'est le président qui voyage, qui signe le papier. Et il vient de lui dire, attention, les Sénégalais sont là d'abord. Nous, les Sénégalais, on appartient aux Sénégalais. On n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il vient de dire à Diomaye Faye. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai vu. Mamadou, alors, donc, toi qui es sénégalais, donc oui. Qu'est-ce que tu penses de ce Terra Meeting donc, qui a réuni énormément de monde et en même temps aussi donc, ce qu'on appelle, parce que Sonko a balayé d'un revers de main qu'il y a dissension entre lui et Diomaye. Et donc, quelle est ton analyse là-dessus? Monsieur Carr, il est très fort Sonko. Il est extrêmement fort ce garçon-là. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui a fait plus de 15 ans, effectivement, en politique. Hein. Son parti a été créé, je pense qu'en 2014. En 2014. Voilà. Ça fait à peu près 10 ans. Voilà, à peu près 11-12 ans. Voilà, 11-12 ans. Et qui fait un meeting comme ça, c'est-à-dire que c'est le maître du jeu, finalement. En fait, au départ, Sonko, il a su poser le débat au niveau du Sénégal. Il disait, ben voilà, si nous voulons un Sénégal émergent, comme Macky Sall l'avait annoncé, si nous voulons un Sénégal prospère, c'est comme ça que nous devrions faire, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et il a écrit des livres pour ça. Solution. Donc voilà. C'est un génie politique. Non, on a dit que Macky est un génie politique, mais Sonko c'est pire que Macky. C'est-à-dire que Sonko, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui il donne le temps de la politique sénégalaise. Et il est très populaire. Non seulement il est très populaire, je veux dire, moi je dis à mes amis, si Diomaye pensait qu'il y aura un deuxième mandat, il se fourvoie complètement. Parce que Sonko a toujours été très haut dans l'opinion. La bataille politique, mon cher frère, ça se gagne dans l'opinion. Tu gagnes l'opinion, tu vas gagner la bataille politique. Donc pour l'instant, en tout cas, l'opinion est de son côté. L'opinion est de son côté. Et ce n'est pas prêt de baisser. Vous savez, les Sénégalais, ils ont tendance, effectivement, comme on dit, ouais, mais bon, voilà, ils montent en puissance, ils descendent très vite. Non, sur ce cas-là, ils ne descendront pas vite. Jusqu'en 2029, Sonko sera très haut. Sonko, pendant les élections, c'est lui qui désignait des candidats en disant, ouais. Et puis certains candidats lui disaient, écoute, la seule chose que je veux, que ta caravane passe dans ma ville. Et qu'on me va avec toi. Et c'est sûr que je vais gagner l'élection. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait des temps politiques qui disaient non. Oui, pendant les municipales, oui. Oui, et puis aussi les élections municipales, législatives également. Les élections législatives, aujourd'hui, ils ont combien de députés? 130 députés. Parce que pour la première fois, il y a eu le coup KO au Sénégal, c'est-à-dire dès le premier tour. Dès le premier tour. Voilà, l'élection est pliée. Alors que d'habitude, l'élection, il y a un deuxième tour. Il y a un deuxième tour. Voilà. Mais il a toujours dit qu'il va faire le coup KO, quel que soit, même parce que je disais souvent que si Sonko dit aux Sénégalais de voter pour une table, ils voteront pour la table. Ah, mais ça, c'est moi qui le dis aujourd'hui. Tu le confirmes aussi. Ah oui, mais ça, je le confirme. Ça dit que les Sénégalais, effectivement... C'est un génie. Non, c'est un génie politique. Non, sincèrement, c'est un très grand génie politique. Je dis, c'est lui qui donne le tempo de la politique sénégalaise. Quand il sort, ça fait toujours débat politique pendant une semaine. Alors, KMT, Ousmane Sonko, vous le connaissez de nom? Alors, je le connais de nom, je le connais à travers les médias. Politiquement, il a une force de frappe encore inégalée de ce que je peux observer. Je lui souhaite longue vie s'il continue comme ça sur cette lancée. Et je regarde avec vraiment une grande attention la manière dont il va gérer cet événement, parce que c'est aussi à travers ça qu'on va voir l'envergure de cet homme politique. Exactement. Très bien. Mais ça veut dire qu'elle, quand elle dit ça, ça veut dire que j'ai à côté de moi une vraie patriote.
Ah oui. Non, souvent, c'est les patriotes qui raisonnent comme ça. Ah oui. Ah oui, oui. Donc là, sur ce terrain-là, tous les trois, vous retrouvez. Ah oui, oui, on se retrouve, ouais. Vous vous retrouvez, il n'y a pas de voix dissonante. Il faut comprendre que les Africains souffrent. Moi, j'ai été esclave des Blancs. Et puis, je vais être là pour dire, je vais soutenir ça et ça. Vaut mieux de ne pas remplir mon ventre et que je meure pour quelqu'un de mon pays. C'est tout. Donc, M. Blaison ici est un patriote. Ça n'a pas même à dire. tu as déjà lu ça, à peu près. J'ai déjà lu le livre. Il est farouchement contre la France-Afrique. Alors, donc, une affaire à suivre aussi donc, sur le Sénégal. Et nous allons donc passer à la Côte d'Ivoire, la situation post-électorale en Côte d'Ivoire. Donc, et le livre de notre ami Jean Blaison qui est là en face de nous, donc qui a écrit ce beau livre qu'il appelle Le squatter du Golf Hotel et les 5 coups d'État. Voilà ce livre, un livre très politique. Hein. Donc, on va parler de la Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, la dernière fois, on avait diffusé les images sur la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, on n'a pas préparé d'images sur la Côte d'Ivoire, mais on va quand même parler donc, de la situation post-électorale là-bas en Côte d'Ivoire après les élections. Donc, il y a eu des contestations parce qu'en Côte d'Ivoire, donc, le président sortant Alassane Ouattara, qui a sollicité un 4e mandat, avait, on peut dire comme ça, entre guillemets, éliminé les rivaux les plus en vue, comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, donc, il a gagné les élections avec face à lui donc, des candidats novices, hein, on peut dire ça comme ça. Il a largement gagné les élections, donc, mais M. Blaison, ça ne vous a pas fait changer d'avis sur le président Ouattara. Il a gagné les élections. Savez-vous, l'homme propose et Dieu dispose. Oui. Ouattara n'a jamais été, on n'a jamais voté. On n'a jamais voté Ouattara. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on n'a jamais voté Ouattara. Pourquoi? Ouattara a été voté une seule fois. Lorsqu'il a fait les élections avec Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a gagné les élections. Mais la France est venue, on dit pourquoi Laurent Gbagbo a gagné les élections, donc on l'amène à La Haye. Ouattara a tué les gens, on dit c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est parti à La Haye. C'est en 2010, non? En 2010. En 2010, les élections de 2010, c'est ça qui continue aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Sinon, les élections de son 4e mandat, il n'a jamais été voté. Il n'a même pas eu, même la France le sait, il n'a pas atteint 45%. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Non, on dit de ne pas le voter. On dit de ne même pas aller voter. Et il ne faut même pas qu'il y ait un candidat contre lui. Voilà, donc c'était le boycott. C'est complètement. Il doit, les autres qu'il a payés pour se présenter, ils se sont ridiculisés, tels que Mme Gbagbo, comment il s'appelle? Oui, Simone Gbagbo, Don Melo, comment il s'appelle le gars de PDCI là? Bion. Et puis, qui encore? Henriette Lagou. Tous ces gens-là, c'est les gens qu'il a payés. Ah ouais? Il les a payés. C'est lui qui les a placés pour être contre lui. Exactement. Il a fait ça à son 3e mandat avec KKB. Il a donné 1 milliard à KKB. Et KKB, c'est le dernier de PDCI. Je dis bien le dernier baillon de PDCI. Et il a payé KKB pour légitimer. Pour être face à lui, comme ça, légitimer son... Oui, pour légitimer. Sa candidature et sa victoire. Voilà, c'est tout. Et les 3 personnes, c'est pareil. C'est pareil. Comment elle a reçu Mme Gbagbo? 2%. Bion, 1%.
Don Melo, 1%. Donc, ce sont des candidats de complaisance. En rien d'accord, 0, quelque chose. Hein? Ça, on les appelle, moi je les... Et, attention, j'ai écrit à Mme Gbagbo. Je lui ai envoyé une lettre. Je lui ai dit, tu t'es battu pour que le pays soit bien, pour qu'on puisse prendre notre indépendance. Et tu te mets aujourd'hui avec Ouattara pour combattre. Oui, mais lui, elle aussi, elle a accusé l'opposition qui a saboté les élections pour justement, parce que... Ils ont fait peur aux électeurs pour ne pas aller voter. Mais justement, parce que c'est ça, je vois que quand, je ne sais pas, l'argent, ça donne quoi? L'argent, là, c'est un démon. C'est le pouvoir qui l'a fou. Oui. Alors donc, rapidement, comme ça, avant de passer la parole à Mamadou et à KMT, donc, vous avez parlé de 5 coups d'État. Le squatteur du Golf Hotel, c'est qui le squatteur? Parce qu'un squatteur, c'est quelqu'un qui va dans une maison qui ne lui appartient pas et qui s'y installe illégalement. Donc, c'est qui le squatteur? Alassane Ouattara, c'est un squatteur sur la Côte d'Ivoire. Ah bon? Et il loge à l'hôtel d'Ivoire. Ce n'est pas sa maison. Hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe. Et lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire, il n'avait pas de maison. C'est Gbagbo qui lui a donné sa nationalité ivoirienne. C'est un voltaïque. Hein? Mais la Banque mondiale et FMI, on dit à la France de l'imposer. Parce qu'ils ont décidé de remplacer des Ivoiriens par les halogènes. Mais il y a des gens qui disent que depuis que Ouattara est au pouvoir, il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire a changé, la figure de la Côte d'Ivoire a changé, il a fait développer la Côte d'Ivoire. Inonka, je souhaiterais qu'il publie. Comme première puissance de la CEDEAO, voilà. Économique de la CEDEAO. J'ai dit qu'il publie la liste des gens qui travaillent dans les institutions, qu'on me publie les noms. Dans le nom, les gens qui travaillent avec Ouattara, il n'y a pas des gens de l'Ouest, il n'y a pas des gens même du Nord, qui dit qu'il est du Nord. Il n'y a pas des gens du Sud. Il n'y a que des étrangers. Il n'y a que des étrangers. D'accord. Donc, on aura l'occasion de parler de ça. Mamadou, qu'est-ce que... donc, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire et le livre de M. Blaison qui est là, donc le squatteur du Golf Hotel et les 5 coups d'État. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Mais Tonton écrit toujours des livres très, très intéressants. Qui a du fond. Mais aussi provocateur. Ah oui, mais non, il a toujours été, lui, si ça fait ce côté-là. C'est ce qui fait. C'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique et ce qui fait d'ailleurs son charme. Et c'est très agréable de discuter avec lui, qui t'explique effectivement les problèmes africains depuis des années, voire même depuis des temps immémoriaux. On comprend tout ça dans un langage qui est simple. Je n'ai pas eu l'occasion de lire ses livres effectivement dans leur totalité, mais quand même, quand on lit, on sait qu'effectivement, c'est très bien réfléchi. C'est très politique. Hein? C'est très politique, c'est très engagé et c'est très bien écrit. KMT. Voilà. KMT, alors, vous avez déjà visité la Côte d'Ivoire? Non. Un jour, j'espère. J'espère que je serai invitée. Alors, la Côte d'Ivoire a sa réputation. Aujourd'hui, il y a des personnages haut placés qui sont dans des postures particulièrement délicates. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai juste envie de leur dire, écoutez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, mais faites en sorte que quand ça descend, ça monte très vite, mais pas trop haut parce que la descente est très douloureuse. Ah, ouais. Ah oui, hein. La descente souvent, elle est douloureuse, effectivement. Alors, donc, nous allons passer
Et parce que la régime au signal qu'on est presque à la fin de cette revue de presse. Donc, nous allons passer au Soudan. On a un clin d'œil pour le Soudan, donc un pays en guerre, et nous avons une pensée pour les victimes civiles. Donc, la régie pour nous envoyer les... sexuelles, d'attaques contre les humanitaires est visée par une enquête de la Cour pénale internationale pour génocide. Pour comprendre comment on en est arrivé là, retour en arrière. En 1956, après un demi-siècle de domination britannique, le Soudan devient l'un des premiers pays d'Afrique à obtenir son indépendance. Mais la suite sera tout sauf paisible. Depuis avril 2023, deux forces s'affrontent. L'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, contre les forces de soutien rapide FSR, dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemeti. Retenez ce nom et surtout son visage, on va en reparler. Cette guerre, c'est une lutte directe pour le contrôle du pays. Et le plus étonnant, c'est qu'al-Burhan et Hemeti ont été alliés. En 2019, ensemble, ils renversent le dictateur Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989, un régime répressif soutenu par l'armée et les milieux islamistes. La chute d'el-Béchir ne vient pas que de l'armée, c'est avant tout le peuple soudanais qui l'a fait trembler. Pendant des mois, des milliers de personnes manifestent pour réclamer liberté et démocratie. C'est là qu'est prise cette image devenue symbole à la Salah, debout sur une voiture en blanc clamant la révolution. Après la chute du dictateur, une transition est mise en place. Civils et militaires doivent partager le pouvoir. Le Conseil de souveraineté est dirigé par al-Burhan. Hemeti devient son vice-président. Sur le papier, un pas vers la démocratie, dans les faits, la suite va prouver l'inverse. C'est 2 ans plus tard, en octobre 2021, qu'al-Burhan et Hemeti renversent ensemble le gouvernement civil. Ils promettent stabilité et sécurité, mais protègent surtout leurs privilèges. Selon plusieurs observateurs, ils auraient même organisé des pénuries. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé au Soudan. Donc une tragédie, hein, Jean Blaison. Il y a le sang qui coule dans ce pays depuis un bon moment. Malheureusement, ça nous émeut tous en tant qu'Africains. Oui, c'est dommage que les pays d'Afrique, jusqu'à présent, tuent leurs enfants. Ces enfants qui meurent là. Il y a des ingénieurs, il y a des gens qui peuvent fabriquer des voitures, qui peuvent fabriquer les avions, qui peuvent tout le matériel, parce qu'on est riche, on a un pays riche. Et étant donné que nous, on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et on n'a jamais pensé à ça. On tue nos enfants à cause du pouvoir. Il ne faut pas qu'on puisse arriver quelque part. Or, quand on tue les enfants, c'est l'Europe qui applaudit. Parce que comme ça, il est prêt à recevoir. Hein? Où l'Europe gagne, c'est dans le pays où il y a des coups d'État, où il y a des guerres. C'est là l'Europe gagne. L'Europe gagne énormément. Aujourd'hui, à Abidjan, le pétrole, tout vient en France. On me parle 9% de croissance sur la Côte d'Ivoire, ou 8% de croissance. En France, ici, tout le peuple français mange avec combien de pourcents de croissance? Presque 1% ou 0, voilà. Or, où on produit 9%, 9% de croissance, on n'arrive même pas à construire des écoles. On n'arrive pas et on signe un papier pour que l'appareil de l'État vienne se faire soigner ici et on signe avec l'avion Corsair pour qu'on puisse, quand quelqu'un est malade, Corsair le prend et le dépose ici en France dans un hôpital que l'État a choisi pour lui, son camp seulement. Sa famille. Et le reste ne font pas partie du camp du président, donc ceux-là doivent mourir. Et la France applaudit. Bon, je vais passer à Mamadou parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Mamadou, alors, qu'est-ce que tu en penses du Soudan et ce qui s'y passe? Moi, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Nous avons un grand organisme en Afrique, l'Union africaine. Moi, je n'ai jamais vu
moi, je n'ai jamais entendu une position ferme de l'Union africaine sur le cas du Soudan. L'Union africaine n'a pas de force d'interposition. Je me pose la question, est-ce que vraiment c'est parce qu'ils laissent faire ou bien on leur dit d'en haut quelque part, il faut laisser faire parce que nous avons des intérêts particuliers là-bas. Je n'arrive pas à comprendre ça, moi. Cette guerre-là pouvait s'arrêter, envoyer des émissaires, n'est-ce pas? Pourtant, les gens souffrent. Hein, mais les gens souffrent d'une façon... J'ai l'impression que les Africains s'en foutent. J'ai l'impression qu'ils ne bougent pas d'un jour. Tant que ce n'est pas chez eux. Tant que je sais pas. Ah oui, tant que je sais pas. Même quand c'est chez eux, ils ne bougeront pas. Même si ça ne leur dit rien. Parce qu'ils travaillent avec quelqu'un. Bien sûr. Hein? Alors, c'est tout. KMT. Avant qu'on conclue. Ça m'évoque pour le Soudan, qui a une grande histoire qui remonte même à l'Égypte antique. Oui, c'est d'une certaine manière une graine de l'identité africaine. C'est un territoire qui porte un héritage pour les civilisations africaines. Et je pense que ce qui se passe au Soudan, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, étrangement, voilà, déjà il y a une scission, déjà. Je pense que ça révèle aussi un problème d'identité soudanaise, mais surtout, comme l'a très bien relevé à côté professeur Konaté, un problème d'identité africaine. Et c'est la question, moi, que j'ai envie de me poser quand je vois ça. Jusqu'à quand allons-nous laisser les Africains souffrir parce qu'on n'est pas capable de construire une identité africaine qui est la base, qui va être le terreau, en fait, d'une potentielle unité africaine. Donc, voilà, on arrive au terme de l'émission. Je vais juste faire un rapide tour de table pour une note d'espoir. Donc, chacun va me dire sa note d'espoir sur l'Afrique et ce qu'on pense. Donc, voilà. Moi, ma note d'espoir, c'est donc de voir le continent se développer assez rapidement et partout, que les gens ne meurent pas de faim. Alors, donc, c'est quoi votre mot d'espoir, M. Blaison? Je demande simplement que les Africains comprennent. Ils ont fait des études en Angleterre. Ils ont fait des études aux États-Unis. Ils ont fait des études en France. Ils ont fait des études en Europe. Or, ces gens sur lesquels on a étudié, c'est vrai, nous avons notre histoire, que nous avons oubliée d'ailleurs, et on veut inventer une nouvelle histoire qui ne colle pas. Il faut qu'on aille à la source pour nous rechercher et penser à nous. Il faut commencer à penser à nous. À nous maintenant. D'accord. Donc, voilà le point, le mot d'espoir de l'écrivain Blaison, donc Jean Blaison, un grand écrivain qui a écrit beaucoup de livres, dont celui-ci, Le Squatteur du Golf Hotel et les 5 coups d'État. Alors, donc Mamadou, ta note d'espoir? Moi, je dirais de par le savoir et la connaissance naît la grandeur d'un pays. Voilà. Ah ben, en tant qu'enseignant, hein, ça c'est pas étonnant. Donc, il faut mettre le paquet sur la connaissance. Il faut mettre le paquet sur la connaissance et le savoir. De ce point de vue, l'Afrique rebondira, renaîtra. Et ce sera donc très fédérateur pour nous. Alors, KMT? J'ai envie de dire que si les Africains acceptent, malgré leurs différences, de collaborer ensemble pour produire dans leur propre intérêt d'abord, on va avoir un continent magnifique, paradisiaque. On n'aura pas besoin de courir partout dans le monde pour aller chez les autres. Et bien voilà les notes d'espoir donc de mes invités. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment à tous les trois d'animer cette revue de presse ensemble. Donc, et je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamzatage. Et je vous donne rendez-vous, les téléspectateurs, le vendredi prochain pour une nouvelle revue de presse avec l'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, non? Merci beaucoup. Tu viendras vendredi prochain.